Mesdames, Messieurs, bonsoir. La Turquie en révolte, la démocratie vacille et Erdogan de nouveau face à la rue. L'incarcération d'Ekrem İmamoğlu, figure de proue de l'opposition et maire d'Istanbul, a embrasé la nation, suscitant une vague de contestation populaire d'une intensité inédite depuis les événements de Gezi en 2013. Malgré les centaines d'arrestations, des cohortes de manifestants continuent d'investir les artères d'Istanbul, défiant l'autorité du président dans un mouvement de résistance qui transcende les clivages sociaux. La stratégie d'ailleurs de l'opposition évolue, passant de rassemblements nocturnes devant l'hôtel de ville à un grand rassemblement prévu samedi à Maltepe. Ils sont déterminés à maintenir la pression sur le gouvernement, une mobilisation citoyenne qui s'étend aux étudiants et se heurte à une répression policière illustrant la tension palpable qui règne dans le pays. Sur le plan international, des négociations discrètes seraient en cours entre Ankara et Washington, avec en toile de fond la réintégration de la Turquie dans le programme F-35 et la levée de sanctions économiques. Car la crise politique turque a également des répercussions économiques avec une chute de la livre, mais aussi la livre turque évidemment, et une inquiétude croissante des investisseurs étrangers. Et l'opposition est consciente de l'impact de cette instabilité et envisage d'ailleurs de recourir à des boycotts économiques ciblés. J'accueille pour le débat de ce soir la professeure d'histoire en sciences politiques, professeure Boutaïna Ben Salem. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité. Plaisir renouvelé de vous accueillir. Et avec nous également sur le plateau le politologue, professeur de droit, Mustafa Sahimi, bonsoir. Bonsoir. Ce que nous savons sur les troubles en Turquie, alors malgré les arrestations massives, l'opposition appelle à une nouvelle manifestation. On commence avec vous, Mustafa Sahimi, plantons le décor en votre compagnie, si vous le voulez bien. Le décor, c'est d'abord l'agenda. Pourquoi il y a eu l'arrestation donc d'Ekrem İmamoğlu? L'agenda, c'est le 23 mars. C'est-à-dire le 23 mars, son parti devait le désigner comme candidat à l'élection présidentielle. Voilà une contrainte, c'est pour ça que ça s'est passé. Alors les manifestations, évidemment, c'est une dérive. C'est une dérive autoritaire extrêmement préoccupante, avec l'arrestation donc d'un responsable de parti. Je note qu'en Turquie, ce n'est pas la première fois qu'il y a des arrestations de dirigeants politiques. Si vous prenez l'histoire depuis 1960, en 1960, c'était Adnan Menderes qui avait été arrêté. En 1980, c'était Bülent Ecevit. 2016, c'était un dirigeant pro-kurde, Salahdin Demirtas. Donc ça participe. Mais ce qu'on lui reproche justement à İmamoğlu, on lui reproche des choses. On lui reproche d'avoir entrepris de remettre en cause les acquis académiques. On lui reproche aussi une prise de position où en fait, en gros, on lui reproche juste de briguer la présidentielle. Il y a les reproches officiels et il y a ce qu'il y a derrière. Les reproches officiels, c'est le problème de son diplôme. Oui. Il aurait fourni un diplôme falsifié, délivré par l'université d'Istanbul. Je rappelle que voici 2 décennies, le même grief avait été fait à Erdogan à propos de son diplôme. On invoque également l'histoire de corruption, sans dire de quoi il s'agit. Pour l'instant, les accusations du discours officiel, c'est de la corruption. La corruption, donc il faut dire quelle est la procédure, quels sont les éléments à retenir pour justifier la recevabilité de cette requête. Oui. Maintenant, les manifestations. Nous avons suivi le déroulé de ces manifestations. Ça a commencé par quelques milliers d'étudiants et de jeunes. Exact. Et puis, il y a eu un phénomène de métastase, d'agrégation. Nous sommes maintenant à 300, 400 000 manifestants tous les jours. Mais au-delà d'Istanbul, il est important aussi de soulever ce point. Vous avez raison de le relever. J'ai noté, les manifestations ont lieu dans 45 provinces sur les 81 que compte la Turquie. Donc c'est une métastase, c'est quelque chose de fondamental. Ça se traduit par des répressions. Il y a 1400 personnes qui ont été arrêtées, dont une dizaine de journalistes. Mais les manifestations se poursuivent malgré les arrestations. Il y a 700 comptes qui ont été bloqués, des comptes d'Internet. Et il y a là quelque chose de fondamental. Je crois que le président Erdogan a mal évalué, et me dit-on
suivant les dépêches d'agence, il a été surpris par la dimension de ces manifestations-là. Et donc, nous en sommes là aujourd'hui. C'est une tradition, je retiens cela, c'est une tradition, l'arrestation d'opposants politiques. Est-ce que l'arrestation d'Imamoglu marque vraiment un tournant décisif dans le pouvoir aujourd'hui en Turquie? Professeur Bensalem. Bien, enfin, je voudrais juste rebondir sur l'histoire politique de la Turquie. Oui. Il n'y avait pas que des arrestations d'opposants politiques. Hein. Mon collègue a cité Adnan Menderes, qui était au pouvoir, hein, et il a été exécuté après par les militaires. C'est vrai que la Turquie n'a jamais été une démocratie dans le sens qu'on connaît. Il y a toujours eu des coups d'État, beaucoup de pression, mais comme c'était dans un contexte de guerre froide, donc on n'en parlait pas beaucoup dans les médias, ni européens ni ailleurs. Maintenant, on ils sont plus exposés, d'autant plus qu'ils sont beaucoup plus ouverts sur le monde. C'est ça aussi un peu le paradoxe turc. C'est cette ouverture sur le monde et puis aussi dans la gestion des affaires internes, beaucoup d'obscurité et d'omerta. Il y avait... Ça vous fait sourire, enfin, il faut savoir que les Turcs, ils sont déjà... C'est un peuple qui a une longue histoire derrière eux, et puis ils sont dans un contexte géopolitique qui est assez difficile. Hein. Ils sont entre l'Europe, le Moyen-Orient, il y a la Russie d'un côté, et puis c'est vraiment... Quand Erdogan est arrivé au pouvoir, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est ouvert davantage sur le monde. Il ne faut pas oublier que Kemal Atatürk avait dirigé la Turquie vers l'Occident, mais il s'était renfermé sur le monde arabo-musulman, il s'était renfermé même sur les populations turcophones. Alors, pour revenir à l'arrestation d'Imamoglu, il est accusé de deux affaires. Il est accusé de corruption. Et ça, il faudra savoir que la corruption, c'est quelque chose qui sévit dans tous les partis politiques turcs. Alors pourquoi maintenant ça soulève des questions? Parce que ceux qui sont ciblés, c'est l'opposition. C'est pas aussi les hommes au pouvoir qui sont aussi... le parti dirigeant a aussi des affaires de corruption. Alors il y a ça. Et il y a aussi une affaire de terrorisme qui n'est pas clair. Alors, ce qui ajoute un petit... Enfin, il y a une guerre médiatique entre les partis politiques et le parti au pouvoir, mais ce qu'il faudrait savoir, c'est qu'il y a eu des documents qui sont passés à la justice, et ceux qui les ont fait passer, ce sont les propres personnes du parti d'Imamoglu. Donc il y a vraiment une division interne au sein du parti qui fait que Erdogan essaye de capitaliser sur ça. Mais il est vrai que c'est mal joué dans un sens. Il a peut-être cru que le contexte international est en sa faveur et le risque c'est qu'il fasse d'Imamoglu, qu'il lui donne une sorte d'aura politique qui lui manquait. Hein. Parce qu'on ne le connaissait pas. Enfin, je veux dire, oui, c'est certes le maire d'Istanbul, mais on ne connaissait pas plus que ça en tant qu'opposant. Dans le sens très politique du terme, opposant à Erdogan. C'est le fait qu'il soit arrêté qui en a fait finalement un opposant solide au président. Il était connu en Turquie, c'est extrêmement important, moins connu à l'international. Alors, pourquoi il était connu en Turquie? Parce qu'il a dirigé une ville d'abord, ensuite il y a l'élection, son premier mandat d'Istanbul, c'est extrêmement important. C'est-à-dire où le parti d'Erdogan, donc le parti de la justice, avait perdu. Et ça, je crois que Erdogan ne l'a jamais accepté parce que lui-même avait été maire d'Istanbul. Et il a donc Imamoglu, un deuxième mandat, c'est important. C'est comme ça où tout a commencé pour ce même Erdogan. Hein. Oui, parce que ce qu'avait dit Erdogan, d'ailleurs, c'était intéressant, il a dit qui préside l'Istanbul préside la Turquie. C'est fondamental. Il a fait un transfert, je pense, sur Imamoglu. Alors, professeur Bensalem, vous vouliez peut-être réagir par rapport à ce parti, ce CHP, principale force d'opposition à l'AKP. Aujourd'hui, l'AKP est affaiblie, clairement. Pourquoi on a cette horde de manifestants qui soutiennent? Qu'est-ce qui a fait que les gens ne font plus confiance finalement à l'AKP et se tournent vers le CHP?
Franchement, je ne généraliserai pas ça parce que les manifestations ont démarré avec les étudiants. C'est des étudiants qui sont très investis dans les partis politiques. Alors, les partis politiques, pour l'instant, il y a plusieurs partis d'opposition, mais c'est vrai que le CHP est le plus historique. C'est celui qui a été fondé par Kemal Atatürk. Alors, les partis sont hésitants. Alors, ils veulent bien manifester, mais ils ne veulent pas aller vers des dérives, donc on les voit un peu plus prudents par rapport au mouvement de manifestation. Ce n'est pas un mouvement aussi important que celui de Gézi, mais il faut savoir qu'il a été rejoint par plusieurs personnes, plusieurs groupes, parce qu'il faut savoir que la situation économique turque est difficile. Déjà, la stabilité politique en Turquie, je me permets de vous interrompre, professeur Messalem, ne risque-t-elle pas de fragiliser davantage une économie turque déjà affaiblir notamment la monnaie et compromettre plusieurs rôles, j'ai envie de dire, géopolitiques de la Turquie? Elle est déjà fragilisée et avec ces manifestations, elle est fragilisée davantage. Oui. Déjà, la Banque centrale est en train de faire beaucoup de mesures pour pouvoir essayer de stabiliser la situation financièrement. Oui. Mais sur la scène internationale, je pense que non, parce que le contexte est en faveur de la Turquie. Elle est très présente en Syrie, elle joue un rôle clé en ce qui concerne le conflit russo-ukrainien, avec l'Amérique de Trump qui lui fait confiance dans ce sens-là. Et puis il ne faut pas oublier que les États-Unis maintenant, ils partent vraiment vers une politique plus centrés sur eux-mêmes plutôt que de... C'est pas comme les démocrates qui s'ingéraient dans les situations politiques. Eux, c'est autre chose. La seule chose qui pourrait l'affaiblir, si Israël utilise tout le poids et son influence américaine pour lui mettre des bâtons sur les roues. On voit que la communauté internationale, et notamment l'Occident, Mustafa Sahimi, soutient encore Recep Tayyip Erdogan. Alors... pourquoi cet embarras et cette retenue du monde occidental à l'endroit de la Turquie d'Erdogan? D'abord, la Turquie est membre de l'OTAN, c'est extrêmement important. Deuxième plus grande force en termes... Deuxième élément évoqué par ma collègue, le rôle géopolitique, géostratégique dans la région, aussi bien dans le contentieux, dans le conflit Russie-Ukraine, que pour ce qui est de la Syrie, de la recherche d'un processus de paix au Proche-Orient, etc. Donc voilà des éléments qui font qu'il y a de la retenue, pour employer un terme diplomatique. Deuxième élément, il y a un contexte international qui fait qu'il y a moins d'interpellations quant à des atteintes démocratiques. La Turquie, je vais risquer une métaphore, ce n'est pas le Danemark, ce n'est pas la démocratie du Danemark. Bien. C'est une démocratie particulière. Cela n'engage que vous, Mustafa Sahimi. Parce que loin de nous, l'idée de se comparer de démocratie. Voilà, c'est pour dire que ce n'est pas le modèle d'Europe du Nord, du Danemark. C'est un modèle dans notre vocabulaire de sciences politiques, on appelle ça, que la Turquie relève d'un système concurrentiel compétitif. Il y a de la compétition. C'est pas une opposition qui est réprimée, qui est bâillonnée. Il y a des partis, il y a une trentaine de partis, dont une bonne dizaine qui envoient au chapitre, qui ont des résultats aux élections, dans les municipalités, etc. On est passé de ce schéma, donc d'un système concurrentiel autoritaire. Maintenant, on est en train de basculer vers un système autocratique. Pourquoi c'est un contexte favorable ? Parce que la communauté internationale, notamment les grands pays occidentaux, sont moins regardants sur les vertus démocratiques de tel ou tel peuple. Surtout quand on est la deuxième armée de l'OTAN en termes d'effectifs militaires. Ce qui se passe en Russie et avec l'Ukraine est un élément... Est-ce que, justement, cette instabilité, si on peut l'appeler ainsi, mais en même temps, si ça dure encore assez longtemps, ça peut vraiment se transformer en véritable instabilité politique. Mais est-ce que cette instabilité politique ne risque-t-elle pas non seulement de toucher à l'économie, mais de compromettre aussi les efforts de la guerre en Ukraine, les efforts de pacification, entre autres? Vous avez raison, sauf que cette séquence de basculement vers un modèle autocratique est susceptible de durer longtemps. Ça n'est pas une parenthèse, parce qu'il y a tout un basculement dans le monde, vous le savez, la Hongrie, la Russie, un certain nombre d'autres pays, qui prennent leur distance par rapport aux principes démocratiques et de respect de la loi
et qui prennent un certain nombre de mesures, donc, qui sont des mesures d'autorité. Alors, pour ce qui est de votre question relative à l'impact éventuel sur l'évolution, vous savez, la Turquie est toujours disposée à offrir sa médiation dans les scènes régionales. Elle l'a offerte pour ce qui est de la question palestinienne, du fait des relations privilégiées qu'elle a avec le Hamas, vous le savez. Elle l'a offerte un certain temps pour ce qui est des relations entre Moscou et Kiev, etc. C'est une puissance qui compte. C'est une puissance qui compte, influente, au moment où d'autres puissances connaissent un affaissement. Si vous prenez la région, c'est une puissance qui compte, qui est là, avec une diplomatie très active. Il y a une autre puissance qui monte, qui est surcotée, qui s'affirme, c'est l'Arabie saoudite. En revanche, on note le déclin, si je puis dire, d'un autre grand pays du Moyen-Orient, en l'occurrence l'Égypte. Oui. Vous avez remarqué la marginalisation de la capacité d'intermédiation de l'Égypte dans le système international. Donc on a l'Arabie saoudite et on a la Turquie. C'est pour ça que c'est à suivre avec intérêt. C'est à suivre avec intérêt. Ce qui est à suivre avec intérêt aussi, c'est la réelle politique et les États-Unis d'Amérique sous Donald Trump. Alors, Fox News a soulevé, pas plus tard que vendredi, que les États-Unis allaient en effet lever les sanctions imposées contre la Turquie en 2019 en vertu de la loi sur la lutte contre les adversaires de l'Amérique en échange de l'acceptation par Ankara de désactiver les S-400 ou de les transférer dans une zone de contrôle ou contrôlée par les États-Unis de la base aérienne d'Incirlik dans la province méditerranéenne d'Adana. Alors pourquoi je parle de cela ? Bien que le chef de la diplomatie américaine s'est dit inquiet des récents événements, mais on voit qu'en coulisses, eh bien, les choses vont bon train et les négociations se maintiennent, même s'il y a comme une vague de déstabilisation politique. Un mot et un commentaire, professeur Ben Salem, sur le rôle des États-Unis du maintien peut-être même d'Erdogan au pouvoir et peut-être, va savoir que peut-être sa réélection, en tout cas dans l'orientation de la politique interne de Turquie. Bon, alors pour le président Trump, c'est vrai qu'il a sa propre perception des choses. C'est un peu comme une tempête politique dans le monde diplomatique, vu sa manière de gérer les choses. Et il a toujours considéré Erdogan comme un partenaire stratégique, c'est-à-dire qu'il s'entend bien avec lui. Alors, en ce qui concerne l'interférence d'un pays étranger sur les affaires politiques de la Turquie, ça m'étonnerait énormément parce que les Turcs sont très souverainistes. Alors entre eux, c'est une chose, mais qu'un pays étranger rentre dans les affaires internes, ça ne se passera pas comme ça, que ce soit au niveau des partis de l'opposition ou du parti au pouvoir. Donc si Erdogan se maintient, c'est une affaire turque. Si Erdogan part, c'est aussi une affaire turque. Alors pour l'instant, ces manifestations n'ont pas une ampleur qui risque de bouleverser le pouvoir d'Erdogan. On observe, si avec le temps ça va rester, si ça va s'étaler davantage, on est en train de voir, si ça va s'essouffler aussi, et tout aussi dépend des partis. Alors il y a un autre parti clé qui est très important, c'est le parti kurde. Alors le parti kurde est un parti allié du CHP. Il a soutenu Imamoglu politiquement, mais sans vraiment descendre dans les rues. C'est-à-dire c'est un soutien un peu froid pour deux raisons. D'abord, ils n'ont pas eu du CHP le soutien qu'ils souhaitaient. D'accord, au fil des années. Et aussi, au sein du CHP, vous avez plusieurs candidats. Bon, maintenant c'est Imamoglu qui a été choisi, mais il y avait aussi le maire d'Ankara qui est un personnage politique clé et qui est très nationaliste, très conservateur. Ses propos sont très durs pour les Kurdes. Donc il y a vraiment cette hésitation et Erdogan est engagé dans un processus, bon pour l'instant c'est flou, de paix avec les Kurdes et ils sont en train, donc il y a vraiment des enjeux politiques qui sont en train de se passer et tout peut basculer d'un côté ou d'un autre. C'est une situation intéressante, mais mouvante. Oui. Mouvante, il y a des ouvertures d'Erdogan vers un parti kurde. Il y a un autre parti kurde qui s'est rapproché donc de Imamoglu, et sans aller trop loin pour éviter la répression. Pour éviter la répression, parce que ça serait répression liée à ses accointances supposées avec le PKK.
Autre point évoqué, vous avez parlé du maintien d'Erdogan. Les élections présidentielles, c'est en 2028. Oui. Constitutionnellement, il ne peut pas... mais il y a des procédures constitutionnelles pour réviser la Constitution pour pouvoir faire un 4e mandat. Il faut le dire. Donc, c'est un bloc. Le parti d'Erdogan est structurant dans le système politique turc tel qu'il est depuis plus de 2 décennies. L'opposition est là. Elle a des capacités de mobilisation, mais je ne pense pas que ces capacités de mobilisation débordent jusqu'à mettre en équation le régime turc tel qu'il est. Je voudrais juste qu'on diffuse une image qui a été prise lors de ces manifestations d'un derviche tourneur avec un masque anti-gaz lacrymogène. Donc on peut la voir ici. Premier abord, quand j'ai vu cette photo en premier, je pensais que c'était généré par de l'intelligence artificielle, mais pas du tout. Elle est vraiment parlante. C'est vraiment une image qui vaut plus que 1000 mots. Est-ce que, puisqu'on va revenir à l'histoire, professeur Ben Salem, est-ce que c'est la fin d'un cycle dans l'histoire politique peut-être de la Turquie? Je ne pense pas. Je ne pense pas du tout, parce que la Turquie a toujours connu ces tensions internes. Ça a toujours été comme ça. Bon, maintenant, le seul problème, c'est qu'on a une génération qui a grandi avec Erdogan et qui veut un changement. Et ce qui rend les choses difficiles, c'est la situation économique. S'il n'y avait pas ces problèmes économiques, peut-être que le parti d'Erdogan aurait de meilleurs jours. Mais ce qu'il faudrait savoir aussi, c'est que son concurrent, Imamoglu, a été voté à 51%. Hein, c'est pas vraiment une large différence. Et c'est vrai que le fait de lui ôter son diplôme de 4 ans, c'est pour qu'il ne puisse pas être candidat pour la présidentielle. Oui. Mais moi, tout ce que j'espère, c'est que Erdogan n'ira pas jusqu'à demander un 4e mandat ou à changer. Il ne va pas briguer un 4e mandat. Voilà. Est-ce qu'il est capable déjà, en termes de santé, est-ce qu'il est capable, parce qu'il y a eu beaucoup de doutes sur sa santé déjà lors de cette dernière réélection, est-ce que déjà il est capable de rebriguer un mandat en 2028? Et sinon, est-ce qu'il y a la relève pour l'AKP? Quelle est la relève aujourd'hui au sein de ce parti du président? Alors, il n'y a pas beaucoup de figures qui ont son aura, parce que lui, il s'est capitalisé, mais il y a le ministre des Affaires étrangères qui est un petit peu comme un dauphin et qui maintenant bénéficie vraiment ce que j'ai observé, d'un soutien en communication et bon, c'est un homme très proche d'Erdogan. C'est un fidèle des plus fidèles. Avec des origines aussi kurdes, donc c'est ce qui est encore plus intéressant. Alors en parlant justement des Kurdes, l'avenir des Kurdes en Turquie, notamment après la chute du régime Bachar el-Assad, et aussi comme force aujourd'hui audible sur la scène politique turque, professeur Ben Salem. Bon, alors, l'inquiétude des Turcs, c'est d'avoir un État kurde indépendant. Oui. Ça, tout le monde, je pense, le sait, et ils feront tout pour empêcher ça. Alors, quelquefois, on présente les Kurdes comme un peuple qui est en opposition. Non, il fait partie de la population de la Turquie. Ils sont très intégrés dans le tissu économique, même quelquefois politique. Et bon, mais il y a certaines répressions en ce qui concerne la langue, en ce qui concerne certaines choses. Ce rapprochement avec le PKK, c'est vraiment une aubaine pour le parti d'Erdogan, s'il est réussi. D'ailleurs, les Kurdes voudraient introduire leur langue dans la Constitution, la reconnaissance de leur langue. Donc, s'il arrive à avoir cette flexibilité, s'il arrive à réussir cette percée, je pense que son parti pourra bénéficier des retombées de cette approche-là. Exact. Un mot de la fin, Mustafa Srimi. La question kurde intéresse trois pays. Oui. La Turquie, la Syrie et l'Irak, c'est extrêmement important. Oui. Un État kurde en Turquie, c'est exclu. Une autonomie, oui, avec un statut culturel, etc. Dernière observation, la Turquie fait partie des peuples historiques. Oui. Il y a des peuples il y a des pays où les peuples ne sont pas historiques, c'est un peuple historique. Le Maroc, c'est un peuple historique. Oui, peuple historique. Donc, avec une capitalisation culturelle, religieuse, mémorielle, qui fait que peut y avoir des secousses, des spasmes, etc. Mais fondamentalement, les Turcs sont très attachés à leur pays et très nationalistes.
Et je pense qu'ils arriveront à surmonter cette épreuve difficile, malgré une conjoncture économique extrêmement difficile qui a été relevée. Un mot de la fin, professeur Boutseina Ben Salem, sur justement l'avenir de la situation en Turquie. Je pense que les Turcs sauront rebondir, sauront maîtriser la situation, faire leurs calculs politiques. Ils sont habitués aux tensions et puis tous les partis politiques, qu'ils soient kurdes ou opposition aux partis au pouvoir, ont leur propre politique et puis leurs propres arrangements. Donc je pense qu'ils vont trouver une solution, comme l'a bien relevé mon collègue, pour pouvoir dépasser cette crise-là. Merci beaucoup, professeur Boutseina Ben Salem. Un plaisir d'avoir échangé avec vous. Et à vous également, mes remerciements, Mustafa Sahimi. Merci beaucoup de nous avoir suivis, très chers téléspectateurs. Très bonne soirée à tous.